De bois, hein. Moi je dis les choses franchement. Je suis née parce qu'elle a eu une histoire d'amour avec un monsieur. Ils étaient tous les deux très jeunes, 18 ans. Et donc dans les familles musulmanes, comme ils n'étaient pas mariés, c'était la guerre entre les deux familles. Donc j'étais la fille du diable, le péché, l'enfer de Mahomet m'attendait. Et donc quand je suis née, on l'a vite mariée à quelqu'un qui voulait d'elle comme deuxième épouse et qui ne voulait pas une bâtarde dans sa maison. Donc quand je pleurais, il me jetait dehors. Et ma grand-mère, on lui a dit ça, et elle est partie, elle m'a récupérée, j'avais 5 mois. Et elle m'a gardée comme ça, et j'ai grandi avec elle, voilà. Donc ma mère, j'ai appris vers 8 ans, enfin 7 peut-être, je ne sais plus exactement l'âge. J'étais jeune en tout cas, quand j'ai appris que c'était elle ma mère. Donc j'ai trouvé ça un peu dur parce que je la voyais avec d'autres enfants qu'elle traitait comme les enfants à elle. Mais moi c'était... Donc, et puis quand on est petite, on est fâché, on juge, on critique. Mais quand j'ai grandi, que je suis devenue une femme, j'ai compris et j'ai pardonné. Parce que je sais qu'elle, une jeune fille musulmane à 18 ans, qui a un bébé au mariage, c'était un drame pour elle. Et c'est un drame de femme. Et pour moi, ce n'est plus un drame de petite fille ou de mère, ça devient vraiment, pour moi, une situation problématique que rencontrent des femmes africaines. Et que moi, j'ai la chance de pouvoir éviter. Du coup, j'ai compris et respecté cette femme. Mais vers 93, on s'est vraiment rapprochés. C'est-à-dire à partir du moment où moi aussi, j'étais amoureuse, que j'allais me marier, que j'allais au bout du monde. Et ça ne plaisait pas à toute la famille. Et j'ai dit, je le fais. J'étais exactement en train de vivre l'amour interdit, comme ma mère l'avait vécu, avec toute la souffrance que c'était. Elle pouvait comprendre. Et comme elle pouvait comprendre, et elle m'a prouvé, j'ai compris ce qu'elle n'avait pas eu le pouvoir de faire et que moi j'avais la chance de pouvoir faire grâce aux études peut-être et à ma révolte. Et là j'ai commencé plutôt à la protéger. Là elle est devenue ma chérie. Je veillais sur elle. Et c'est pour ça dans la dédicace, je lui dis donc à ma mère, à ma sœur d'Afrique, avant d'être une mère, c'est d'abord une femme. C'est ma sœur africaine. Et donc je l'imagine cette fois enfin reposée. Parce qu'elle est morte en 2001. J'imagine que dans sa vie de femme musulmane, avec tout ce qu'elle avait sur les épaules, parce que j'étais vivante, j'étais une erreur visible. Elle a souffert tout le temps pour cette honte-là. Même si elle m'aimait après, il y avait quand même un regret. Et je vivais, elle vivait. Il fallait que l'une de nous meure pour que l'autre vive. Donc elle est morte, maintenant je vis. Mais je vis pour écrire ma liberté aussi et celle que je voulais pour elle. Donc c'est pour ça que je l'imagine maintenant enfin reposée. Parce que là où elle est, on ne peut plus lui faire des reproches. Mais je l'imagine en train de prendre du thé avec Mahomet et Simone de Beauvoir. Parce que j'imagine qu'avec tout ce qu'elle a vécu au nom de l'islam, tout ce qu'on lui a fait au nom de l'islam, quand elle va aller raconter ça à Mohamed, elle va pouvoir lui demander si les hommes avaient le droit de lui faire vivre ça au nom de l'islam. Il faudra que Mohamed réponde. Et peut-être que Simone de Beauvoir sera une très bonne avocate pour ma mère. Et est-ce que vous avez fait la connaissance de votre père? Oui, je le connais bien. Ah bon? Oui, il paraît que... Enfin, je l'ai connu à 14 ans. Oui, oui. Donc... j'ai découvert une nouvelle de vous, les loups de l'Atlantique. Ben voilà, il paraît que quand il est venu la première fois au village me voir, les hommes le cherchaient pour lui casser la gueule. Et moi, j'étais petite, mais je faisais toujours des cauchemars. Je disais à ma grand-mère, mais je rêve, il y a un monsieur, il court devant moi, et il y a des gens pour taper. Et j'ai peur quand je rêve ça. Et elle me disait toujours, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et un jour, vers mes 20 ans, elle m'a dit, ce n'est pas un rêve. C'est que tu te souviens, quand ton père il est venu, tu avais 4-5 ans, tu as vraiment vu ça, c'était comme ça. Donc ce n'est pas un rêve, c'est un souvenir qui ne t'a pas quitté. Et comme ça revenait tout le temps, j'ai décidé d'écrire ça pour que ça ne vienne plus. À partir du moment où j'ai écrit ça, c'était terminé. Donc je l'ai vraiment connu, ce monsieur, j'avais 14 ans. C'est un monsieur très gentil, hein, sauf qu'il n'a aucune place dans ma vie. Donc je peux l'aider, je l'aide.
Si j'ai pas envie, je dis niet. Je lui dois rien, c'est quelqu'un de la famille. Oui. Mais je ne sais pas ce que cela veut dire, un papa. Je ne sais pas. Donc c'est quelqu'un que je respecte. Il est très gentil, mais j'ai essayé d'habiter 1 an chez lui, c'était pas bien. Donc je suis partie louer ma chambre, je me suis débrouillée. Il n'a aucun rôle dans ma vie. Il était irresponsable pour moi. Puis il est polygame et je déteste ça. Donc on n'a pas la même vision du monde. C'est un étranger sympathique pour moi. Juste que je ne peux pas être méchante avec lui. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a sa vie, qui n'a rien à voir avec ma vie. Sauf que je lui dois des gènes. Et pour ces gènes-là, je le respecte. Et il est possible que je l'aide de temps en temps, mais c'est tout. Et donc, vous continuez à voyager entre votre île natale et la France, c'est ça? Oui, plusieurs fois. Parfois. Il y a des années où j'y vais plusieurs fois. C'est selon le manque de ma grand-mère. Oui. Quand elle me manque trop, je file tout de suite. Hein. Donc je suis tranquille quand je l'ai vue. Donc ça me permet d'avoir la force de rester longtemps en Europe pour mon travail aussi. Mais dès que la nostalgie commence à être pesante, il y a le médicament, c'est le billet d'avion. Est-ce que vous avez pensé à la faire venir? Est-ce qu'elle est déjà venue en France? Non, c'est une de mes frustrations. J'aurais aimé qu'elle vienne parce qu'on en parle, je filme, je lui montre des choses de chez moi à Strasbourg. Elle me dit, j'aimerais bien venir. C'est vrai que si j'avais pu la faire venir, je ne me sentirais plus exilée parce que j'aurais l'impression d'avoir réunifié mes 2 terres, mes 2 pays. Et comme si elle ouvrait une porte pour moi. J'aurais aimé qu'elle pose son pied en France pour voir la terre que j'aime tant aussi, hein, pour voir cette culture que j'admire aussi, pour partager avec elle cette partie-là de moi. Parce que de moi, elle connaît la part africaine. Et il y a une autre part très importante en moi qu'elle ne voit pas. Cette France-là, cette Fatou européenne-là, cette Strasbourgeoise, elle ne la connaît pas. Donc c'est comme si j'étais 2 pour elle. Elle est remarquablement présente justement par son absence. Il n'y a pas de vide, hein. Dans ma tête, elle est là. Elle sait tout ce que je fais. Elle m'équilibre aussi parce que je lui raconte les livres. Elle a toujours su que j'aimais écrire. Mais elle sait aussi que j'aime écrire parce que c'est une condition vitale pour moi. Ce n'est pas une condition de notoriété ou de succès. Quel que soit le succès, je sais que je serai comme je suis là aujourd'hui. Parce qu'en fait, si je n'écris pas, ça ne va pas bien. Et comme je n'ai pas envie d'aller à l'asile des fous et des folles, je vais tout le temps écrire. Ma grand-mère, elle sait cette nécessité-là. Alors, elle me dit, le succès, c'est un accident. Mais, alors, quand elle me dit ça, mais c'est un hasard, elle dit dans notre langue. Moi, je traduis, c'est un accident, mais au sens latin du terme, accedere, ce qui survient. Ça survient, c'est pas moi qui le décide. Mais c'est un bénéfice supplémentaire, ce n'est pas l'essentiel. C'est une conséquence. Ce n'est pas le succès qui permet les choses. C'est l'écriture qui existe d'une manière intrinsèque, indépendamment de tout le reste, qui m'est nécessaire. Le reste, ça peut venir ou ne pas venir. Et ma grand-mère le sait. Et en plus, je suis très casanière. Donc ma grand-mère, quand j'ai eu du succès, elle s'est inquiétée parce que je n'ai jamais aimé la foule. Parce que je suis dans la vie une fille très rangée. Je peux rester 2 semaines dans mon appartement, je descends juste pour prendre le courrier. Et je m'enferme et je travaille. Et toute petite, j'étais comme ça. Donc ma grand-mère, elle m'a dit, quand j'étais vue à la télé, parce qu'à un moment, elle m'entendait à la radio tout le temps, Fatou Diom, et elle a fait téléphoner pour me demander qu'est-ce que j'avais fait encore. Et j'ai dit, je n'ai rien fait de mal. Elle me dit, on parle Fatou Diom, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, c'est à cause de mon livre. Et elle m'a dit, n'oublie pas, on ne cherche pas la vie dans les yeux des autres. Donc les autres, ils te regardent parce qu'aujourd'hui, tu es comme un petit bijou qui brille. Ils ont envie d'approcher pour regarder. Mais n'oublie pas que même quand le petit bijou, il ne brille plus, ça reste un bijou. Donc je pense qu'elle m'aide
qu'elle me guide à sa façon. Et elle est la première à être au courant de ce que j'écris. Je lui traduis tout avant la publication. Maintenant, j'enlève les impolitesses. Quand je dis quelque chose de très sexuel, par exemple, je lui dis, mais d'une manière plus soft. Mais je lui dis quand même. Par exemple, pour la cathédrale de Strasbourg, tout ça, je lui ai dit. Et je dis, voilà, c'est comme un homme qui s'est préparé pour attaquer le ciel. Elle a ri. Elle m'a dit, oh, le bon Dieu, il va te punir. Alors, et on rigole comme ça. Et le vent de l'Atlantique, ça devait sortir en août, le 20 août. Je suis allée au Sénégal, juillet-août. Et en juillet, je lui ai traduit tout le livre pour savoir ce qu'elle pensait. Alors, elle me soutient. Elle me demande où est-ce que j'ai appris à parler comme ça. Je lui dis que c'est elle aussi qui m'a appris à parler comme ça, même si elle ne se rend pas compte. Mais je me sers de la langue de ma grand-mère pour l'ajouter dans la langue française. Et en mélangeant les deux, ça donne ma langue à moi. Comme je disais pour la revue brève, je dis, elle m'a donné les mots pour que j'en fasse ce que je veux. Maintenant, j'ai ces mots et les mots que la France me donne. Et en mélangeant tout ça, ça donne mes mots à moi. Est-ce que vous notez aussi ce qu'elle dit, votre grand-mère? Mais ma grand-mère, on n'a pratiquement pas besoin de noter. Parce qu'elle me dit des choses... Tenez, je lui dois peut-être cette façon de veiller tard la nuit. Quand elle avait des choses importantes à me dire, elle me le disait le soir. J'étais là, couchée à côté d'elle et tout, et puis on discutait. Et elle me disait des choses avec des mots tellement imagés qui s'ancraient tout de suite. On ne peut pas oublier quand on parle avec des images très très concrètes. Et elle me parle comme ça, elle me parlait comme ça quand j'étais petite, elle me parle encore comme ça. Et donc, je ne note pas. Par contre, ce que je fais maintenant quand je vais en Afrique, je lui donne parfois un dictaphone. Et quand elle va se coucher, je mets la cassette et je lui donne. Et elle va dans son lit et puis elle me dit parfois des choses qu'elle ne pourrait même pas me dire comme ça en face. Et je garde ça. Sans doute une conscience du temps qui passe. Et vous parlez en quelle langue? En sérère. Oui, c'est ma langue maternelle. Mais elle parle d'autres langues. Elle parle manding, elle parle wolof, elle parle peul aussi. Et moi, elle m'a appris aussi, je parle ces langues-là aussi. Oui. Mais quand on discute, on parle surtout en sérère. Oui. Quand vous avez commencé à publier, donc, est-ce que vous avez pensé à prendre un pseudonyme? Non, jamais. Parce que la vie, elle est trop courte. Et comme on parlait tout à l'heure de questions de femmes et d'identité, elle est trop courte pour penser des choses et ne pas oser l'affirmer. Elle est trop courte pour jouer à cache-cache. Parce que la société, elle joue suffisamment à cache-cache. Moi, quand j'étais petite, j'ai vu les adultes mentir, tricher. J'ai vu mon destin compliqué pour des histoires de naissance, pour les bêtises des adultes. Derrière chaque adulte ou devant chaque adulte, il y avait un masque. Et quand j'étais petite, j'ai vu parfois ce qu'il y avait derrière. Et quand, en tant qu'enfant illégitime, j'ai grandi plutôt cachée. Donc j'ai rêvé toute ma vie de pouvoir dire « je suis là, je suis moche, peut-être la fille du diable, peut-être tout ce que vous détestez, mais je suis là et il faut faire avec. » Parce qu'il faut que moi-même j'accepte d'être là si je veux faire accepter aux autres ce que je suis. Donc jamais de pseudonyme. Et aussi je soulève des sujets où parfois certains peut-être ne veulent pas. Et moi, le côté un peu marginal que j'ai toujours eu me permet de dire exprès. Et puis c'est important parfois de dire, je le dis haut et fort parce que j'en ai les preuves, parce que je l'ai vécu. Quand on se cache, on dit quelqu'un a dit que, mais il n'y a personne pour prouver. C'est important parfois de dire et d'assumer. Absolument. Et quel est votre rapport à votre nom? Je l'aime beaucoup maintenant. Quand j'étais petite, c'était pesant. Parce que mon père n'étant pas de ma région et que je suis un accident de bisou,
Et quand on disait Fatou Diom, dans la classe, les enfants, ils riaient, et puis ils se moquaient, et puis ils disaient les choses qu'ils entendaient leurs parents dire. C'est une étrangère, son père est venu de je sais pas où. Et donc c'était un poids parce qu'on a envie d'être comme tous les enfants. C'était un poids jusqu'à ce que mon instituteur et puis ma grand-mère m'expliquent le sens de mon nom de famille et que chacun avait le droit de porter le nom de son père. Et que c'est pas une tare, et puis je l'ai pas choisi, et puis c'est comme ça, c'est un factum, ça existe, point. C'est le soleil, il se lève, pourquoi il se lève? Je ne me le demande pas, le soleil est là. Donc mon nom, c'est ce père-là, avec ce nom-là. Pourquoi c'est lui? On ne m'a pas demandé de choisir. Alors j'accepte, je m'appelle Fatou Diom. Ça veut dire fierté, dignité, machin. Alors, quand on est enfant, il ne faut pas avoir une mauvaise note en classe, hein, parce que c'est la blague à 2 francs. Et le professeur qui dit « Ah, mais quand on s'appelle Diom, on n'a pas le droit d'avoir une note aussi mauvaise. » Ça arrivait parfois. Donc, ça encourage aussi pour travailler, pour rester digne. Vous mettez aussi en scène votre personne. Il y a des commentaires sur le corps, hein, sur différents aspects du corps. Et je me demandais quel effet ça vous fait de voir votre corps mis en scène comme ça. Mais c'est pas moi, c'est n'importe quelle fille africaine. Parce que les Africaines, elles ont les fesses cambrées. C'est pour ça qu'on peut porter nos bébés sur le dos, ils ne tombent pas, ils sont sur leur fauteuil. Ce n'est pas moi. Oui. Le jeu autobiographique, c'est une porte ouverte vers les autres. C'est parce que je vous regarde que je peux me positionner en face et dire, moi, je ne suis pas Alison. Mais c'est parce que je suis Fatou que je suis consciente que Alison existe. Et qu'est-ce qui me ressemble avec Alison? Donc quand on dit je, c'est une manière de partir juste d'un point de départ et puis on continue vers les autres. À un moment donné, je ne parle plus de moi. Je parle de toutes les personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans. Et c'est aussi peut-être pour enlever un certain complexe des filles africaines. Vous savez, il y a eu des documentaires où on voit des filles africaines qui se mettent des crèmes sur la peau pour se blanchir. Vous avez des filles africaines qui font des régimes pour devenir comme ça, comme les top modèles. Enfin, non, on est cambré, on a des petites joues, ça fait des trous quand on sourit et nos fesses sont rebondies dans nos jeans. Mais c'est sublime. Donc il faut que les gens apprennent à respecter leur nature. Pendant l'esclavage, on avait fait une hiérarchie des races. Mais se mettre à se métamorphoser pour ressembler à une race, à une présence physique qui n'est pas la nôtre, c'est un complexe et c'est une affirmation des thèses coloniales, esclavagistes, tout ça. On n'a pas à faire ça, on a juste à accepter de vivre ce qu'on est. Et c'est pour ça que je commence. J'aime bien parfois mettre la fille africaine comme ça en scène et je la décortique et je regarde ses fesses et ses joues et ses dents et je parle d'elle comme quelque chose qu'on a envie de voir, de toucher. Parce que on est d'abord des objets de la nature. Nous sommes d'abord une partie de la nature. On ne change pas la nature, on la respecte. Même quand c'est un corps. Et c'est dur d'accepter l'image. Je ne suis pas Naomi Campbell, mais elle n'est pas moi non plus. Donc, comme il y a des visages imposés, il y a des statuts de l'être. Et en fait, c'est pas très difficile de paraître quelque chose. Moi, j'ai pas envie justement de paraître quelque chose. J'ai vraiment envie d'être toutes les mochetés que je suis, mais toutes les joliesses que je peux être. Et c'est très difficile d'être franche vis-à-vis de soi-même tous les jours. Il y a des jours où je me regarde dans la glace le matin, je me trouve vraiment horriblement moche. Ah, je me dis, c'est grave, à 70 ans, tu ne seras pas pire. Hein. Là, c'est déjà gâché. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il y a des jours, je me lève, je me fais un grand sourire et je me dis, tu n'es pas la plus belle des filles, mais tu es remarquablement bien dans ta peau comme tu es. Donc, ça dépend. Mais dans l'absolu, j'aime pas cette tête-là. Elle n'est pas vraiment moi. Moi, c'est dedans.
Moi, c'est une page de texte. Justement. C'est plus complet que ce que le visage peut donner. On n'est pas le visage là sur l'écran ou sur la photo du livre. On est une fille qui marche avec un port de tête, avec une manière de porter ses bras, avec une manière de se dandiner ou de tourner la tête, avec une manière de sourire, ou pourquoi pas de tirer la langue. C'est tout ça qui fait une image complète de quelqu'un, plus tout ce qui est caché dans la tête. Insaisissable, l'image d'un être humain. Et donc, on est toujours forcément complexé parce ce qu'on projette. Les photos, elles sont tantôt tristes, tantôt joyeuses. Je ne suis pas cette fille-là, très, très sérieuse sur la photo. Je suis plus joueuse que ça. Mais en même temps, je ne suis pas seulement cette fille avec un regard banania. Je suis plus mélancolique que ça. Donc, un vrai fatou est entre les deux. Et c'est très difficile à capter. Donc, j'essaie d'assumer celle que les caméras font de moi. J'essaie de lui dire, approche-toi un peu de ce que je suis vraiment. Peut-être qu'on y arrivera. Parce que sinon, il y a des fois, j'ai envie de lui casser la gueule à Fatou. Mais justement pour son impuissance. Parce que tout ce que je peux dire, j'ai le sentiment de ne pas arriver à mettre le doigt vraiment sur la psyché. Voilà. Et l'écriture, c'est cette quête de la psyché. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc l'image, c'est un instant de cette psyché-là. Mais ça ne change strictement rien. Parce que mes angoisses, je suis toujours seule avec. Et ça, ce n'est pas la télé qui va changer ça. Ce n'est pas la radio qui va changer ça. Les 200 000 lecteurs que j'ai eus en France, ils ne sont pas là le jeudi soir si je n'ai pas envie de manger parce que je suis triste. Ils ne vont pas m'applaudir parce que je me réveille et que j'ai le blues. Ils ne vont pas pleurer parce que je pleure. Mais en même temps, ils ne peuvent pas me donner les réponses ou satisfaire tout ce qui m'a manqué dans ma vie et qui me pousse à écrire. Et ces choses-là, je suis absolument seule avec. Et ce sont des interrogations qui continuent. Et j'irai même plus loin. J'aime beaucoup être avec les gens. Je viens d'une culture qui est communautaire avec la famille, le clan. J'aime beaucoup ce côté accompagnement d'humanité. Mais la vie là, elle ne va pas me tromper. Je sais que même quand on est super entouré avec une famille pléthorique, on est quand même fondamentalement seul dans la vie. Et dans mon histoire à moi, je pense que j'ai toujours été très seule. Mais vraiment, c'est un sentiment que je n'arrive pas à enlever. Même dans mes plus grandes joies, il y a un fond de mélancolie, comme pourrait dire Molière. Dans les grands moments de bonheur ou d'intense joie, il y a toujours le sentiment du malheur ou de la perte de quelque chose. Je sais ce que je n'ai pas eu. Et ça, le succès ne peut pas me l'enlever et ne peut pas me le donner. Je pense qu'on ne comprend pas tout en restant simplement sur son lieu de naissance. Je pense qu'on a besoin de partir pour pouvoir remettre en cause tout ce qui nous était familier. En découvrant autre chose, cette mise en cause est possible. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas seulement critiquer l'Occident sans appliquer cette critique à nous-mêmes, à notre propre culture. Il n'y a que le voyage qui permet ça. Et il se trouve que moi, je partais souvent quand j'étais adolescente. J'ai fait le Mali, la Guinée, la Mauritanie, toute seule avec un sac à dos. J'avais 15 ans, je dormais dans les missions catholiques ou dans la rue. Et j'apprenais à chaque fois, parce que chaque fois que je rentrais, je remettais en cause quelque chose. Chaque fois que je revenais, ma liberté voulait dire autre chose de plus. Et donc, c'est une éducation aussi, quand on n'a pas eu la chance d'avoir la famille pour vous tenir la main, vous instruire, vous amener sur les chemins de la vie. Vous n'avez que les découvertes de vos propres yeux pour vous éduquer. Donc, c'est le chemin qui vous éduque. Ce n'est plus la structure familiale. C'est votre itinéraire qui va vous fabriquer une personnalité et les rencontres, donc les échanges. Et c'est pour ça le sujet pour ma thèse, je l'ai fabriqué moi-même. Donc voyage, je m'ouvre, échange, je partage, donc formation au sens initiatique traditionnel. Je découvre, j'apprends, je mûris.
Donc les voyages restent toujours quelque chose d'essentiel dans ma vie parce que j'ai le sentiment de grandir comme ça. Je n'ai pas pu franchir les étapes au niveau familial pour voir une petite fille de 5 ans, on lui parle comme ça j'ai su avec ma grand-mère. À 13 ans, on me parlait comme ça, on me demandait de faire ça, on m'apprenait ça je sais. Mais à partir de 13 ans, c'est un fossé noir. Donc je ne sais pas ce qu'on apprend aux adolescentes, aux femmes mûres, aux machins. J'ai dû découvrir ça par les voyages, au hasard, et aussi par les lectures. Parce que ça, c'est une vraie éducation. Et on apprend aussi que quand on dit sexe, on ne dit pas forcément sexe. Ça signifie autre chose. Et je ne le dis pas pour une vulgarité. Je le dis pour dire qu'il y a une façon d'être franche avec les choses, pour les vivre naturellement, pas dans l'hypocrisie. En Afrique, il y a des enfants partout. Et on ne sait pas comment on les fait puisqu'on ne parle pas de sexe. Donc je trouve ça bête. Et à un moment donné, il faut accepter que ça fait aussi partie de la vie. Si le sexe n'était pas aussi tabou, les filles qui ont des accidents en étant jeunes, qui ont des bébés, peut-être qu'elles ne feraient pas ces erreurs-là parce qu'on les formerait, on leur expliquerait avant. Donc leur faute, c'est une faute sociale. Une société qui n'éduque pas sur le sexe rend des gens victimes du sexe. C'est pour ça que parfois, moi, la fille illégitime et la fille musulmane, parfois, j'ose dire exprès sexe. Alors et après. Et moi, je suis amoureuse de la langue française parce qu'elle a plein de nuances, elle a plein de musique, elle a des subtilités. Je pense que ce que nous disons, les sujets que nous abordons peuvent être intéressants. Mais ce n'est pas seulement le sujet qui compte, c'est la manière de raconter une histoire. Finalement, une histoire de femme de ménage. Au XVIIe siècle, il y avait le journal d'une femme de chambre. Qu'est-ce que je peux raconter de plus important que ce livre-là? Ça a déjà été fait. Tout ce qu'on raconte, ça a déjà été raconté d'une manière ou d'une autre par des gens. Et c'est notre façon de raconter ça qui est intéressante. Et c'est la langue qui le permet. Et moi, j'aime bien la citation justement de Marguerite Yourcenar, puisqu'on est chez elle, dans les mémoires d'Adrien. Elle dit, quoi qu'on fasse, on reconstruit toujours le monument à sa façon, enfin à sa manière. Mais c'est déjà beaucoup de n'employer que des pierres authentiques. En jouant avec la langue française, on arrive à se fabriquer toujours des phrases authentiques. Il suffit de mettre des mots, de les changer de place selon son tempérament à soi pour sortir une langue française qui nous est personnelle et qui dit nos émotions à nous, même si le sujet a été déjà 100 000 fois traité. Je pense qu'on n'invente rien de nouveau. Par contre, on invente notre propre manière de sentir et de dire. Moi, je n'avais pas le rêve d'immigrer. Quand j'étais au Sénégal, je préparais l'école normale supérieure. Donc, pour une petite fille de la campagne qui arrive à être professeure de français en Afrique, c'est quand même génial. Donc, j'étais sûre pour mon avenir en Afrique, je n'avais plus peur. Mais quand je suis tombée amoureuse de ce monsieur, que j'ai accepté de l'épouser, il aurait pu aller en Amérique, en Angleterre ou à Strasbourg, c'était la même chose. Je savais que j'épousais quelqu'un, je partais. Quand on se marie et on s'en va, on ne s'en va pas pour faire fortune et revenir comme un immigré. On ne s'en va pas pour la richesse, on s'en va faire une vie. Elle peut être bonne ou mauvaise. Donc, mais moi, j'étais prête à prendre le risque. Il s'agissait pour moi de construire une vie qui est à moi et qui n'est pas seulement ce que les autres voulaient qu'elle soit ou ce que les autres en pensent. Donc, c'était ça. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir et je pense que je ne suis pas une immigrée. Je suis une fille qui s'était mariée pour faire sa vie en Europe. C'est différent. Quand vous êtes arrivée en France, c'était en 1994. Et justement, c'était l'année précédente que Pasqua, avec les lois... 3 jours avant mon mariage, pour les papiers. Voilà. Oui. Ça a changé le 28 décembre 1993. Voilà. Oui. Et moi, en janvier, je me mariais, donc c'est bien malin. Hein? Oui. Donc avant, on se mariait, au bout de 6 mois, on avait la nationalité. Après les lois Pasqua, on se mariait, on avait une carte de séjour pendant 1 an. Et après, on pouvait demander une carte de résidence qui durait 10 ans.
Et c'est au bout de 2 ans seulement qu'on avait la possibilité de demander la nationalité et ce n'est plus un droit. Donc moi, on me l'a refusé 6 fois. Hein. C'est pas vrai. Voilà, donc chaque fois j'ai préparé le CAPES pour faire professeur de français. Au moment du concours, eh ben, tu n'as pas la nationalité, tu ne peux pas passer le concours. Donc du coup, je fais la maîtrise. Après, je demande encore, on me refuse. Je fais le DOA, je demande encore, on me refuse. Je continue un doctorat. Et après, quand le vent de l'Atlantique est sorti, tiens. Ça coïncidait Ouais. avec la publication. Donc on est en doctorat. Moi, j'avais déjà enseigné 2 ans à l'université à Strasbourg et en Allemagne. On n'a même plus envie de passer le CAPES pour aller enseigner au lycée. Et là, il n'y a pas de condition de nationalité pour enseigner à l'université. Ça, c'est incroyable. Oui, parce qu'on est moins nombreux. Oui. Donc ça aussi, c'est une injustice. Oui. Pourquoi on nous permet de passer les diplômes si on ne peut pas nous permettre de les utiliser? Il y a Sarkozy qui veut faire maintenant les immigrations choisies, il dit. Donc s'ils ont besoin des Africains, des pauvres, ils vont choisir comme des instruments de travail, comme des bêtes. Enfin, je dirais même comme on choisit des gens qu'on va utiliser. Mais nous, si on a besoin d'eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne nous choisissent pas parce que nous, on a besoin d'eux. Et donc, je pousse, vous voyez ce que je disais, il faut pousser le raisonnement absurde jusqu'au bout. Quand ils auront besoin d'ingénieurs, de plombiers spécialisés avec un CAP ou un BEP, qu'ils auront besoin de restaurateurs, de cuisiniers diplômés, ce ne sont pas des Sénégalais ou des Burkinabés ou des Guinéens qui vont venir. Hein. Ils vont faire ça entre eux en Europe. C'est une façon de contenir l'immigration seulement au sein de l'Europe pour rejeter les autres. Je suis étonnée de voir que personne ne bouge pour l'instant et qu'on laisse faire. Moi, je suis comme une invitée ici. J'habite en France, mais il y a des gens qui revendiquent le fait d'être français pur sucre. Quand la maison brûle, j'ai besoin de les voir lutter avec moi. Donc j'avais des amis qui partaient faire les manifestations dans la rue pour moi. Ils étaient nombreux, ils disaient on va marcher pour Nafatou, nous on va marcher pour toi. Je dis non, vous ne marchez pas pour moi. Parce que si Le Pen un jour il est élu, quand il aura fini de foutre les noirs dehors, il va regarder chez les blancs ce qui ne va pas et il va leur régler leur compte. Et c'est comme un petit peu Matin Brun, vous voyez ce livre-là. On commence par un petit détail et après ça s'aggrave. Donc si vous ne réagissez pas tout de suite en tant que Français, il faut savoir que tout ce qui est préparé de mauvais, le pire c'est pour vous. Moi, je n'ai pas à marcher dans la rue. Le simple fait que je sois là, c'est un acte qui parle, ça veut dire déjà que je vous aime. Donc c'est à vous de me prouver que vous avez envie de me garder. Les gens n'ont pas envie d'immigrer. Ils ont envie d'aller vers une vie meilleure. Une vie meilleure, ce n'est pas forcément la France, l'Angleterre ou l'Italie. Une vie meilleure, c'est une abstraction. Si quelqu'un donne les moyens pour arriver à vivre mieux sa vie, même en étant dans un petit village perdu en Afrique, les gens, ils sentent leur existence s'améliorer, ils n'ont plus envie de partir. On ne va pas chercher l'eau dans le puits du voisin si on a un puits dans sa propre maison. Et c'est ce que vous avez fait un petit peu en venant en France, c'est de prendre la liberté, votre liberté un peu. La liberté de me casser la gueule pour voir ce que c'est et pouvoir me demander est-ce que je peux assumer tout seul quand il n'y a pas les autres derrière. C'est une expérience à vivre. Oui. Et aussi la liberté peut-être de pouvoir m'en sortir et comprendre qu'on n'est pas obligé de compter toujours sur les gens. Donc, une naissance par soi-même. C'est-à-dire, pour moi, naître, c'est devenir autre chose que l'héritage atavique. Voilà. Pour moi, naître, c'est devenir le résultat de quelque chose, d'un effort, d'un chemin, d'une démarche. Et ça, on le devient par la force de son bras. Mais c'est une découverte de soi. Parce qu'en fait, quand on n'est pas confronté à des difficultés, il y a plein de choses qui sont en nous qu'on n'a même pas l'occasion d'expérimenter. Je pense que les gens qui ont toujours vécu très 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 bien, quand ils meurent, il y a une partie d'eux-mêmes qu'ils ne connaissent jamais ou qu'ils ne connaîtront jamais. Parce qu'il faut être poussé parfois jusqu'au bout pour voir qu'il y avait en nous cette possibilité-là ou cette force-là. Je ne souhaite à personne des difficultés.
Je sais simplement que c'est une occasion de découvrir une autre personne que nous avons en nous et qui n'a pas l'occasion de s'exprimer quand tout va bien. Est-ce que vous êtes devenu individualiste? Il y a cette accusation dans le livre. Dans le livre, non, je ne pense pas. Je pense que je suis toujours dans ce rapport social avec chez moi où je veux aider beaucoup de gens. Maintenant, il ne faut pas me prendre pour Mère Teresa parce que j'ai une association, j'essaie de faire plein de choses dans mon village. Oui. Mais la devise de mon association, c'est aidons-les à ne plus avoir besoin de nous. Je n'ai pas envie d'aider quelqu'un toute sa vie. J'ai envie d'aider quelqu'un à prendre son envol, à être libre et digne en comptant après sur lui-même. Même pour mes frères et sœurs, c'est ça. Je mets un projet, tu t'occupes de ton projet, tu réussis pas, c'est ton problème. Je t'ai donné l'occasion. Donc moi, ça c'est mon job pour eux. Et pour la communauté du Sénégal ou des gens que je peux aider, c'est ma démarche. Si quelqu'un compte sur moi pour vivre 30 ans, il va finir par manger des pierres. Parce que je ne comprendrai pas qu'il compte seulement sur mon effort pour assumer son existence. Parce que moi, je n'ai pas eu sur qui compter pour assumer. Donc, je pense que la façon de respecter quelqu'un, ce n'est pas toujours l'assistance. C'est l'aider à pouvoir être autonome, totalement libre. Je ne veux pas quelqu'un qui va passer sa vie à me dire merci. Je veux quelqu'un qui puisse me dire peut-être merci une fois parce que j'ai bien aidé et la personne est totalement libre après pour voir le résultat de ses efforts et dignement. Vous savez, si vous donnez à quelqu'un 1 kilo de riz tous les jours, vous ne réglez pas ses problèmes. C'est 1 kilo de riz tous les jours, il mange tous les jours et demain il a le même problème. Donc, moi j'étais au collège et sa maison c'était à côté du collège. J'ai une histoire vraie, la mognante l'écolière. Et je suis allée encore, je l'ai vue en 95, elle était encore vendeuse de cacahuètes. Mais maintenant, je n'ai pas osé retourner parce qu'elle était très très vieille à l'époque et malade. Je pense qu'elle n'est peut-être plus de ce monde, mais je n'ai pas envie de le savoir. Je ne veux pas qu'on me le confirme. C'est-à-dire dans ma tête, elle est là. Et cette femme, elle mendiait, elle était lépreuse, elle avait l'autre main comme ça, puis elle était là avec une main et on lui donnait des choses ridicules. Les gens, ils vont donner ça de riz ou de mille ou un petit bout de poisson séché. Ça sauve qui ça? Mais il vaut mieux ne pas le prendre et mourir aujourd'hui. Parce que quand on le prend, demain on sera encore obligé de le demander. Si je sais que je n'aurai pas de quoi manger d'ici 1 an et qu'il faudra toujours que je demande, je préfère mourir de faim cette semaine. Comme ça, je n'aurai pas à demander pendant 1 an. C'est une douleur à moi. Et donc, comme j'avais mon argent de poche de collégienne et que j'avais travaillé, je lui ai donné cet argent. Elle a acheté simplement un sac d'arachide. C'est tout. Il y a le bois, elle l'a, le sel, elle a l'eau, elle a. Donc, elle faisait les cacahuètes, elle vendait devant l'école. Et à partir de ce moment-là, elle ne mangeait plus du tout. C'est vraiment juste le capital pour acheter un sac d'arachide. C'est tellement, quand on y pense, il faut tellement 3 fois rien pour changer la vie de quelqu'un. Donc, je ne peux pas devenir individualiste. Je ne peux pas devenir individualiste, c'est-à-dire je pense à une façon d'être solidaire, mais responsable. Il y a la solidarité traditionnelle africaine qui était là pour aider les plus démunis entre nous. Maintenant, il faut oser dire qu'elle est devenue aussi trafiquée, elle est tronquée, elle est hypocrite. Vous avez des tas de feignants qui sont là, qui vivent sur le dos des autres comme des saprofites. Donc, si je ne travaille pas, mon cousin, ma cousine ou ma soeur ou mon frère va me donner à manger. Ce n'est pas une vie. À un moment donné, il faut se dire, tout le monde a la responsabilité d'assumer son existence. Et on n'a pas les mêmes chances. Et ceux qui ont un peu plus de chance, ils doivent aider les autres à pouvoir avancer. Mais les autres, ils ne doivent pas croiser les bras et dire, quelqu'un d'autre va me nourrir tout le temps. Il faut que l'Afrique perde aussi ça. Autant l'Occident est trop égoïste, autant l'Afrique est tellement partageuse qu'elle rend les gens irresponsables. Je pense encore une fois que la solution est dans le mélange des deux, pour une moyenne. Voilà. Parce que quand ça devient une obligation, ce n'est plus un partage, c'est de l'esclavage. Il y a beaucoup d'immigrés qui sont là, qui n'osent même pas aller en vacances parce qu'il faut économiser pour le billet, économiser pour les cadeaux, pour tout le clan.
Ces gens-là, quand ils n'osent plus partir en vacances, ils ne sont plus en liberté. Ils sont pris en otage par un système traditionnel qui fait d'eux des esclaves, qui produisent pour entretenir des gens qui vivent psychologiquement mieux qu'eux. Donc, à un moment donné, il faut aussi que l'immigré soit conscient qu'il est devenu un instrument d'une tradition qui est falsifiée, qui est modernisée pour devenir profiteuse et capitaliste. Cette tradition qui était sociale et humaine, elle se tourne vers le capitalisme. Donc on profite de l'autre pour mieux garder le peu de choses qu'on a. L'immigré ne doit pas accepter ça. Il ne faut pas mentir aux nôtres. C'est à nous les immigrés d'enlever le mensonge des immigrés pour l'apparence. C'est confortable d'arriver au pays, de faire comme si on roulait en Jaguar en Europe et avec un jet privé, alors qu'on était simplement boy ou femme de ménage ou quelqu'un qui souffre dans un travail très très dur et mal payé. À un moment donné, il faut oser dire au pays, chacun lutte sous tous les cieux. C'est pareil. C'est pas parce qu'on est en Europe qu'on a tout à distribuer comme ça. Bon, moi je veux aider les gens, je suis consciente du manque. Mais il faut qu'ils soient aussi conscients de mes peines en tant qu'exilés. Or, nous, on oublie parfois de nous demander si on va bien. Et on nous appelle, il faut envoyer ça, ça, ça et ça. Je dis, attends, dis-moi d'abord, est-ce que tu vas bien? Puisque tu ne peux rien me donner, donne-moi un peu d'amour. Après, tu pourras demander matériellement. Mais nous, si on n'a pas besoin de leur aide matérielle pour vivre, on a besoin de leur soutien psychologique. On a besoin de leur amour pour pouvoir trouver la force d'aller gagner ce qui nous permet de les aider matériellement. Et ça, parfois, ils l'oublient. Donc, ils n'oublient pas nos devoirs vis-à-vis d'eux, mais ils oublient que nous aussi, on pourrait attendre quelque chose d'eux. Il y a l'égoïsme du pauvre. On a tendance à l'excuser tout le temps. Mais le pauvre, il pense toujours qu'il n'y a que lui qui est malheureux sur terre. Oui. C'est terrifiant. C'est pour ça que je dis le tiers-monde ne peut voir les plaies de l'Occident. Les siennes l'aveuglent. Oui. C'est que comme on manque de beaucoup de choses là-bas, parfois ils pensent qu'ils sont les seuls à connaître des problèmes à résoudre, à souffrir de quelque chose. Non, les gens peuvent être très riches et très malheureux. Et l'Occident est très riche et parfois très malheureuse. Très malheureux, l'Europe, j'ai pensé. Et donc, ce décalage entre l'immigré et la famille se joue là. C'est qu'ils pensent comme l'immigré est censé vivre mieux, il est forcément bien dans sa peau. Eh bien, il y a une autre tragédie qui est épargnée aux pauvres. C'est le jour où on a gagné tout l'argent nécessaire pour mener la belle vie. Mais il vous manque tellement d'amour ou tellement de famille pour être bien dans votre peau et jouir de votre bonheur. Et ça, les pauvres, ils ne pensent pas ça. Ils pensent juste à ce qui leur manque. C'est peut-être une chance d'ailleurs. C'est bien de pleurer en sachant, je pleure parce que je n'ai pas de quoi payer mon loyer. Oui. C'est une crise beaucoup plus facile à résoudre. Oui, c'est ça. Voilà. Mais quand on pleure parce que le monde va mal, quand on pleure parce que d'une manière complètement philosophique, c'est difficile de vivre. Quand on pleure parce que le compte bancaire, il ne suffit pas pour sucrer une vie, là, on se rend compte que le véritable problème de l'être humain, il y a le matériel certainement, mais le plus grave, ce n'est pas ça. Et le syndrome postcolonial, ça continue. Oui, après la colonisation politique, il y a la colonisation mentale. Vous savez, à Dakar, ils regardent Star Academy et le Loft et Big Brother. Donc, si on pouvait amener la culture et la littérature et les bons hôpitaux en Afrique avec la même facilité qu'on a de leur déverser Star Academy et Big Brother, ce serait très bien pour l'Afrique. Et nos chaînes de télévision sont assez idiotes pour acheter ça, quand ils pourraient acheter quelques lits d'hôpitaux et des livres pour des bibliothèques. Ils vont préférer aller acheter Big Brother et Star Academy et puis les séries brésiliennes.
Ah bon? Donc c'est révoltant, c'est la poubelle culturelle aussi. On amène les voitures pourries, on les vend en Afrique. Quand il y avait les aliments contaminés pour le bétail, on n'ose plus vendre ça en Europe, on amène ça en Afrique. Donc maintenant, tout ce que la culture occidentale vomit, on amène ça aussi en Afrique. Ça aussi, c'est le sous-développement mental. Et ça, c'est le plus grave. Donc c'est aussi aux Occidentaux, à un moment donné, d'une manière éthique, de repenser leur rapport à l'Afrique. Et on se pose la question pourquoi la plupart rêvent d'être footballeurs ou peut-être acteurs de série, au lieu de rêver de devenir ingénieur, oui. Philosophe. Oui. Parce que c'est les millions seulement. Oui. Zidane, il a des millions, donc il m'intéresse. Maldini, vous savez, il y a une incohérence dans le livre, très peu de journalistes l'ont souligné. Oui. C'est que le jeune m'a dit qu'il est fan de Maldini, qui est italien, et il rêve de venir en France. Oui. C'est quand même une contradiction. Il ne demande pas pour aller en Italie, là où il y a Maldini. Il rêve de Maldini, il va arriver en France. Pour moi, ça voulait dire que dans sa tête, à ce jeune Sénégalais, l'Italie ou la France, c'était la même chose. L'Italie ou l'Allemagne, c'est la même chose. Les États-Unis ou l'Angleterre, c'était la même chose. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas vers un pays avec une culture. Il veut aller vers un lieu d'enrichissement possible. Et c'est ça la grande carence de l'immigré qui voudrait partir juste pour s'enrichir. C'est la pire manière d'aller vers une culture. Si je viens chez vous juste parce que vous avez un joli château, mais quand j'en aurai marre du château, je n'aurai plus besoin de vous. Par contre, si je viens chez vous parce que ce que vous pensez m'intéresse, je découvrirai tout ça et je découvrirai pourquoi vous aimez et pourquoi vous avez un château et pourquoi vous l'aimez. Ça m'apprendra aussi à regarder le château comme vous, à l'apprécier comme vous, mais en ayant toutes les raisons. Peut-être que vous pourrez me dire, partagez mon château. Donc je m'enrichirai d'une moitié de château et d'une part de culture. C'est ça l'immigré qui va vers une culture pour autre chose que de l'argent. Et je critique cette immigration-là chez les Africains. Je comprends très bien, quand on est pauvre, on cherche à s'enrichir. Mais la meilleure manière de s'enrichir au contact d'un pays, c'est d'accepter que l'argent, c'est juste un tout petit élément dans l'affaire. Parce que si on vient vers les Français juste pour travailler dans leurs usines et qu'on s'en fiche de leur manière de vivre, on va passer à côté. Ils n'auront pas envie de vous dans leur usine. Vos lecteurs, est-ce qu'il y a des gens qui sont retournés au Sénégal, ou semblables à certains personnages? Oui, je pense que j'étais beaucoup plus lue d'ailleurs par des Européens, vous savez. Je suis très lue en Afrique, j'y vais souvent dans Djibouti, au Mali, dans plein de pays francophones, ils me lisent aussi. Mais en France, quand ça venait de sortir, j'ai surtout reçu des lettres d'Européens. Et peut-être parce qu'ils découvraient une autre façon de regarder les immigrés. Parce qu'on les voyait juste là, on ne savait pas ce qu'ils ont laissé derrière eux, le rapport avec la famille restait au pays. Qu'est-ce qu'ils portaient en eux? Ils voyaient juste un noir qui passe. Mais c'est qui ce noir? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Qu'est-ce qu'il cherche? C'est quoi sa mélancolie, sa joie? Donc ils ont peut-être essayé de regarder autrement. J'ai aussi reçu des lettres d'Africains et beaucoup d'Africaines. Et je dis toujours que les auteurs sont un petit peu des usurpateurs. C'est qu'on a volé un petit peu la vie de tout le monde en parlant. La femme de ménage Fatou Diom, elle n'existe pas. C'est la femme de ménage. Mais moi j'ai fait ça. Mais je sais que beaucoup d'Africaines sont passées par là. Donc en racontant cette histoire, je sais que beaucoup d'autres filles africaines qui ont vécu ça peuvent venir confirmer. Et les lettres que j'avais, c'était souvent ça. Des filles qui m'avaient dit, moi aussi, j'ai tant de diplômes, je n'ai pas pu trouver un vrai travail. Je fais les ménages, je fais du babysitting parce que je ne trouve pas autre chose. C'était un cri commun de révolte. Et pour ça, peut-être, on peut être content d'avoir écrit ça. Et moi, je dis, j'écris des choses que j'aurais aimé n'avoir jamais vécues. Mais si ça permet à d'autres de dire leur révolte, c'est ça peut-être le bénéfice.
Vous avez mis la colère dans l'écriture, même lors de votre arrivée en France. Dans l'ironie caustique. Mais vous savez, moi, je suis zen. Hein. Je sais pas. Depuis toute petite, j'ai vu des situations que je trouvais injustes. Moi, j'ai pas grandi avec mes parents. Ils étaient là. J'avais pas le droit d'être avec eux. Je ne connais rien de plus injuste au monde. Pour moi, c'est ma grande injustice qui traversera toute ma vie. À côté de cette injustice-là, toutes les autres, je suis capable de les regarder comme ça. C'est quoi ça? J'ai déjà pire que ça dans moi comme histoire. Et toi, tu me refuses un boulot. C'est parce que j'ai survécu jusque-là, d'ailleurs, que tu as la chance de me refuser un travail. C'était plus important de survivre. Donc, quand on est face à certaines injustices, au lieu de se fâcher, d'avoir la colère noire, j'ai plutôt la critique de l'absurdité. J'aime bien l'ironie caustique. C'est que je regarde la personne, dans l'ironie caustique, il y a quelque chose de l'empathie forcément. Parce qu'on s'identifie à la personne, c'est parce qu'elle est juste une personne, juste un être humain, qu'elle peut réagir comme ça à cette personne-là. C'est peut-être parce qu'elle ne se rend même pas compte d'une certaine forme de bêtise qu'elle incarne. Et donc, c'est jouissif, ça permet de rire avec ce qui devrait être tragique, ça permet de vivre. Et c'est le sourire. Dans un poème, je dis le sourire, c'est du faux cristal sur du fer oxydé. Le fer oxydé, il est tout noir et moche. Si vous posez le sourire dessus, ça fait des perles blanches pour cacher la rouille. Et l'ironie dans l'écriture, pour moi, c'est ça. C'est que le monde est tragique. Mais je sais qu'il finira un jour par me manger. Et bien, en attendant, j'essaie d'être détendue et d'apprécier la vie. Donc, je rigole. Ça n'empêche pas la révolte. Oui. Je ne sais pas, je suis une musulmane de gauche. Je suis une musulmane qui se promène en mini-jupe et talons aiguilles et puis j'aime bien être en bikini à la plage. Ça ne doit pas déplaire à celui qui m'a créée comme ça. Donc, je suis une musulmane, certainement par culture, par respect pour mon histoire. C'est un lien avec ma grand-mère, mon grand-père, la tradition. C'est le ramadan, j'ai fait 20 jours. Les 10 autres jours, j'avais envie de manger, j'ai mangé. Je trouve que j'ai eu faim dans ma vie pendant très très longtemps et que ça fait beaucoup de dizaines de ramadans. Et que Mohamed, il peut pardonner ça. Donc, je crois à quelque chose de supérieur, une autre puissance, parce que je crois que l'être humain, c'est un résultat de quelque chose et qu'on n'est pas à la base de tout. Mais le Dieu auquel je crois, c'est le même pour tout le monde. C'est quelque chose dans le cœur de bon, une philosophie de la vie, une culture Je cultive plutôt ma relation avec les hommes. Ce que Dieu pense de moi, c'est son affaire. Et quand on me demande pour la religion, je dis jamais je suis musulmane ou je ne suis pas musulmane. En fait, je m'en fous. C'est comme la couleur, je sais pas, c'est comme la couleur de mes dessous. Ça ne regarde personne. Regardez les mosquées, les églises, ces cathédrales, les synagogues. C'est la religion, la tour Eiffel. Tous les symboles religieux ont été bâtis par des hommes. Et ça a toujours été bâti avec cette construction phallique. Pourquoi? Parce que c'est le dogme et c'est le symbole de la puissance. Je pense que les religions seraient moins dangereuses si les lieux de culte étaient ronds comme des cuvettes, comme des lacs, comme des vases, comme le contenant, comme la femme. Si on n'était pas là dans une conquête... C'est un petit peu la flèche de Mars. C'est toujours le dieu de la guerre, c'est pointu, ça va comme ça. Pourquoi on n'en ferait pas quelque chose de plus rond, de plus accueillant et pas de pointu qui s'impose? Et donc les symboles religieux, avant d'être des symboles religieux, ce sont aussi des lieux de culture, ce n'est pas simplement un lieu de culte. Ça reflète beaucoup la culture des hommes. Et je dis toujours, on regarde les mosquées, les églises, tout ça, comme des lieux de culte. Il faut aussi penser que ce sont des lieux
cultuel et culturel. Et ça traduit quelque chose de la civilisation humaine, c'est-à-dire toujours un rêve de domination et de puissance. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre des libertés avec la religion. Moi, je veux une religion douce qui me permet de me mettre en harmonie avec moi, avec les autres, avec la nature, qui me permet de vivre en paix. Pas une religion qui permet qu'on m'impose un tchador ou n'importe quoi. Voilà, moi le tchador, j'en fais un string. Et sur le féminisme, vous savez, Wole Soyinka dit le tigre ne crie pas sa tigritude, il saute sur sa proie et la dévore. En tant que femme, je n'ai pas besoin de dire attention, j'arrive, je suis une femme. J'ai juste besoin d'être là, comme je pense, comme je suis, pour qu'on sache que ça c'est une femme et elle ne veut pas qu'on la traite comme un paillasson. C'est pour ça que je dis je suis une féministe modérée. Parce que c'est quand on a peur, qu'on crie, qu'on tape, qu'on cogne. Moi, je suis une femme et je n'ai pas peur d'être une femme. Il me suffit juste d'être une femme pour incarner peut-être le respect que j'ai envie qu'on me donne. Je n'ai pas à le revendiquer, il doit s'imposer. Et quand j'étais toute petite, c'était comme ça parce que les garçons, ils vont faire des choses, les filles restent à côté avec leur poupée. On n'est pas obligé de rester avec la poupée. On peut jouer à la poupée et aussi grimper sur les arbres. Il suffit d'être agile pour ça. Donc, on n'est pas obligé d'avoir les tresses. Quand j'avais envie, je coupais mes cheveux et j'avais le crâne comme ça, comme les garçons. Et au lycée, j'étais dans le groupe de garçons parce que j'avais remarqué que les filles, elles se laissaient faire. Moi, les garçons, elles ne pouvaient pas faire avec moi comme avec les autres filles. Donc, ils me traitaient comme leur égal. Donc, l'égalité, ça ne se revendique pas. Ça se vit, ça s'impose, c'est une attitude. Si une femme a envie que les hommes lui marchent dessus, ne serait-ce que sa façon d'être présente avec ces hommes-là permet de la traiter en sous-être. Mais quand une femme, elle est là et qu'elle incarne le respect qu'elle a pour les autres et pour elle-même, il n'y a aucun homme qui marche dessus. Donc c'est déjà ça. Et si je ne suis pas peut-être je dis toujours par rapport à l'écriture, je ne vais pas faire croire aux Sénégalais que je suis la Sénégalaise modèle 100%. C'est faux. Mais je ne vais pas non plus faire croire aux Français que je suis le produit de leur colonisation réussie. C'est faux. Je suis un peu cette africaine et cette française mélangée, et c'est ça qui donne le ton de mes textes ou le contenu de mes textes. C'est parce que je suis cette Sénégalaise qui, avec l'éducation occidentale, j'ai pu ouvrir le regard et me dire tiens, ça chez moi dans ma culture, c'est pas acceptable. La culture occidentale m'a donné la possibilité de cette liberté-là, de remarquer cette chose qui n'est pas acceptable dans ma propre culture. Mais grâce à ma propre culture aussi, j'ai vu de la société occidentale des choses que je n'accepterai jamais. Parce qu'en tant que fille africaine, il y a un regard que j'ai gardé aussi de l'Afrique qui me permet de critiquer certaines choses en Occident. Donc il y a un croisement, et je reviens au mot hybride que j'aime beaucoup, je me sens hybride de culture. Et l'enfance y est pour beaucoup parce que je n'ai pas eu l'occasion d'être éduquée comme une fille africaine modèle. J'ai grandi avec ma grand-mère dans un contexte qui faisait que moi, on me rejetait. Le rejet, c'est une chance. Parce qu'une fois qu'on vous a rejeté dans un cadre préétabli, tout le reste est ouvert pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez oser tout ce que les autres n'osent pas. Parce que de toute façon, une fois qu'on a décidé que vous êtes banni, eh bien, il n'y a plus rien de pire. Donc vous pouvez tout essayer. Et c'est pour ça que j'ai eu cette liberté de traîner un peu tout seul et de prendre l'identité qui correspondait peut-être à mon tempérament, c'est-à-dire une fille qui, avant de dire « je suis une fille », je suis d'abord une personne. Donc un individu. Avant de penser sexe, pour moi, sexe c'est un contexte. Donc je ne pense pas que je suis faite différemment comme monsieur, sauf quand on est dans un contexte où il est important de se souvenir de ça. Autrement, je le fréquente et c'est un humain comme moi et on traite entre deux humains. Maintenant, quand j'écris, si j'écris au participe passé, je suis obligée, en disant je, d'accorder avec et eux.
Mais vous considérerez quand même que pour les femmes, on ajoute, on n'enlève pas. On ajoute un E, donc c'est un plus. On n'enlève pas, c'est une lettre en plus, c'est pas moi. Vous travaillez surtout la nuit, vous écrivez la nuit. Oui. À partir de quelle heure? Il n'y a pas d'heure. Je peux commencer à 21h ou 22h et écrire jusqu'à 5h ou 6h du matin. Et il m'arrive de commencer à minuit et puis j'écris jusqu'au lendemain à 8h. Hein. Ah, oui. Mais la nuit, pour moi, c'est tant que je ne lève pas les volets. Et cette écriture-là, c'est ce que j'appelle mon délire. Ça, c'est que la nuit, les romans, les nouvelles, les poèmes, c'est que la nuit. Maintenant, quand je fais une conférence ou un article, ça, je peux faire la journée parce que c'est intelligent. Et quand vous écrivez direct sur la machine, sur l'ordinateur? Je suis une gauchère, contrariée, donc j'écris très mal à la main. Vous avez vu vos dédicaces, c'est comme les écritures des enfants. Ça monte, ça. Je ne peux pas faire les attachés. Oui. Et depuis qu'on m'a changé de main d'écriture, quand je note cette main-là, qui était la première à écrire, elle est fâchée un peu avec la droite. Alors avec l'ordinateur, elles sont toutes contentes, toutes les deux, d'être ensemble parce qu'elles se complètent. Donc je prends de petites notes, j'ai toujours mes carnets pour prendre des notes, mais quand je veux écrire beaucoup, je prends l'ordinateur. Donc j'ai mon portable qui me suit partout. Oui. Et vous avez tendance à écrire vite, lentement? Est-ce que vous corrigez en écrivant? Comment ça se passe pour vous? J'écris parfois parce que j'ai le sentiment d'avoir fini une page dans ma tête. Donc j'aime pas la réécriture. Je trouve que ça sent la plomberie, c'est comme les plans. Si on fait ce plan-là, je mets ça, ici je mets ça, là je mets ça. N'importe quel étudiant en lettres peut le faire, le roman. Donc, c'est comme un plan de dissertation. Tout le monde a appris ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le feeling, l'ambiance intérieure qui va rendre un langage plus coloré, plus sucré ou plus acide. Et ça, c'est de l'ordre de l'insaisissable, du personnel, vraiment. Ce n'est pas un plan technique. Donc, je refuse le plan technique que l'étudiante en lettres que je suis utilise pour la thèse. Ça, c'est pour la thèse, pour le travail scientifique carré à côté là, parce qu'il y a une charpente et tout est réglé, c'est bon. Mais pour le roman, ça épouse vraiment mes émotions. Le plan, il se fait pendant que je travaille, pendant que j'écris. Mais je ne commence pas tout de suite. Quand j'ai un livre dans la tête, je travaille beaucoup dans ma tête pendant longtemps. Et une fois que j'ai commencé à écrire, je me récite une page dans ma tête. Il faut vraiment que la musique, l'enchaînement, le contenu me conviennent dans ma tête. Et quand j'ai décidé que j'ai vraiment terminé cette page dans ma tête, après je tape. Et donc en général, je ne l'enlève plus du tout rien. Le vent de l'Atlantique, c'est un premier jet. Parce que après, une fois que j'ai tapé, c'est fini. Par contre, chaque soir, avant de continuer dans le livre, je relis tout ce que j'avais écrit avant, jusque là où j'en étais la veille. Et c'est pas grave si après je tape seulement un paragraphe ou 2 pages ou 10 pages. C'est pas important pour moi. Ça peut être même 3 lignes, c'était nécessaire ce soir-là. C'était l'ambiance de ce soir-là. Mais je recommence toujours au début pour voir là où j'en étais la veille. En général, quand j'arrive là où j'en étais la veille, la suite se déroule tout seul. C'est-à-dire l'émotion ne ment pas. Et elle s'accorde toujours avec ce qui lui convient. Et mon rêve, ce serait que ce soit spontané, que ce que j'écris soit vraiment comme ce que je ressentais au moment où j'ai décidé d'écrire cette chose-là. Après, je peux relire et je trouve une phrase moins signifiante. Ah, ça c'est un peu nul. Il m'arrive de laisser ça exprès pour me dire, c'est ta part humaine de faiblesse, tu ne vas pas tricher. Il m'arrive de laisser ça. Ça se diversifie à des moments où on ne s'y attendait même pas. Parce que quand on écrit, il ne faut pas croire que nous, on surprend seulement le lecteur. Ce serait prétentieux pour un auteur de penser qu'il surprend seulement ses lecteurs. Non, moi, quand j'écris, les personnages me surprennent aussi. Je décide que je veux faire ça,
Et puis à un moment donné, quelque chose se passe et le personnage il dit non, on va aller là. Et je suis, et ces jours-là, je suis très contente. Je me dis, tiens, il est devenu capricieux. Il m'a trouvé un peu bête, il a décidé de prendre sa liberté. Et donc maintenant, est-ce que vous oscillez entre la nouvelle et le roman? Est-ce que vous êtes plutôt romancière maintenant? Comment vous faites entre l'écriture d'une thèse de doctorat, si j'ai bien compris, Oui. donc, et des articles que vous avez mentionnés? Donc vous avez beaucoup d'écriture, beaucoup de genres, beaucoup de... Je pense qu'on ne choisit pas un style d'écriture. Je pense que l'histoire que vous avez envie de raconter choisit sa forme. Mais je ne suis qu'une débutante, hein, mais c'est ce que je crois en tant que débutante. Il y a des fois, j'allume mon ordinateur et le texte qui vient, il décide, je suis un poème. Pour sa musique, pour son ton, pour sa brièveté, pour tout ce qui va aller là-dedans, la structure vient tout de suite, c'est un poème. Et puis il y a des idées que j'appelle les idées un peu comme un coup près. C'est un coup, une idée, c'est un peu comme le taekwondo. Ça, c'est la nouvelle, parce que c'est rapide, ça va droit au but, c'est incisif, c'est précis. C'est vraiment comme du karaté. Et ça vient tout seul et avec une forme courte et ça chute. Et ça, c'est nouvelle, tout de suite. Et puis, il y a des idées qui viennent avec des tiroirs, des récits enchâssés, des histoires croisées, des chemins, des sentiers. Ben, on est dans un parc, vous voyez. Donc, on contourne des arbres, on rencontre d'autres, on prend un chemin, on tourne, on complète. Ça, pour moi, c'est le roman. Parce que c'est plus long, parce qu'il y a une technique dilatoire beaucoup plus lente, beaucoup plus structurée aussi. Et là, ce n'est pas une idée, un roman. C'est plusieurs idées qui se regroupent pour constituer une pensée en elle-même avec un thème plus large. Là, pour moi, c'est le roman. Et pareil, je fais aussi le théâtre. En fonction des tirades qui me viennent dans la tête, des scènes, quand c'est trop visuel comme ça, trop avec des déictiques spatio-temporelles très précises, pour moi, c'est du théâtre. Et c'est le texte qui vient, qui m'impose ce qu'il veut, mais je pense que c'est la même écriture, la même démarche, sauf que la forme dépend de l'idée qui va venir. Excellent. Donc je ne choisis pas vraiment, je fais plein de nouvelles, les romans aussi, mais je pense que j'écrirai toujours des choses différentes comme ça. Vous écoutez de la musique quand vous écrivez? Oui, toujours. Toujours? Oui, j'écris toujours en musique parce qu'il y a une ambiance qui correspond aux émotions du moment. Il y a une spontanéité du sentiment qui s'accorde à la musique. Donc forcément le texte aussi. J'écoute beaucoup la musique ou parfois je m'arrête et je danse. Ça dégourdit quand on reste 8 heures comme ça devant l'ordinateur. À un moment donné, quand on se lève et on danse pendant 1 heure et tout, on a la forme et puis ça permet d'enlever le stress, les angoisses, tout ça. Absolument. Je suis très éclectique, je peux écouter Youssou N'Dour, Yandé Kodou ou des suites pour violoncelle de Bach ou alors les Beatles ou Georges Brassens ou Barbara. C'est très éclectique et j'adore Gainsbourg. Alors Bob Marley, respect. Donc j'écoute de tout, je suis très curieuse et j'aime beaucoup la musique, oui. Il m'arrive de parodier une chanson pour me moquer, mais en général, j'écris vraiment des chansons à moi qui partent de poésie, parce que je fais de la poésie. Et donc, parfois, il y a des textes que j'ai envie de chanter dans ma tête en refrain, mais je ne sais pas écrire le solfège. Donc, j'écris dans ma tête un rythme que je peux chanter, même qui n'existe pas forcément, mais j'écris quand même, parce que chez moi, c'est une tradition pour les filles d'inventer des chansons comme ça. Facilement, oui. Et pour danser, pour s'amuser, tout le monde invente des chansons. Alors, le rêve de devenir écrivain, je pense que ce n'est pas possible dans le contexte où j'ai grandi, puisque personne ne lisait, personne n'écrivait, il n'y avait pas de livres à la maison. Et quand vous êtes entouré de personnes qui ne lisent pas, même en faisant les études, je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais faire avec plus tard. Donc je suis allée jusqu'à l'université avant de comprendre par exemple que je voulais être professeur de français.
et à cause de mon instituteur par souvenir, mais pas parce que la famille a expliqué ou orienté. Ce n'est pas leur univers. Donc même dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais pas rêver de devenir écrivain. J'ai rêvé de devenir journaliste parce que j'ai vu Sokhna Dieng à la télé et qu'elle parlait très bien français et qu'elle était là, elle maîtrisait quelque chose. Donc j'ai rêvé d'être solide comme cette femme-là, de bien parler comme cette femme-là, et surtout comme elle était toujours très belle, comme les petites filles. J'ai rêvé d'être Sokhna Dieng. Donc journaliste, j'ai pensé. Et puis j'ai rêvé d'être institutrice, comme mon instituteur dans le livre qui m'a aidé vraiment à aller à l'école. Je me disais, si je suis institutrice comme lui, il sera content. Mais c'est bête, c'est des pensées d'enfant. Et j'écrivais uniquement parce que j'étais seule en ville et que dans la journée, je voyais des choses qui m'interrogeaient et il n'y avait personne pour m'expliquer. Donc j'écrivais sur ce qui me faisait peur pour essayer de mieux comprendre, pour analyser. Ou alors je lisais un livre, je lisais beaucoup. Parfois j'arrive à la fin et la fin, je suis triste, ça ne me plaît pas. Je réécris la fin, je prends les mêmes personnages et j'écris une suite pour être bien dans ma peau, pour m'apaiser. Hein. Ça a commencé comme ça, où j'écrivais mes petites révoltes, parce que j'ai grandi dans une société musulmane où les filles, surtout quand elles sont petites, elles n'ont pas le droit à la parole. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est important pour moi. C'est peut-être anodin pour les autres, c'est rien. Mais pour moi, c'est important. Quand on me demande de ne pas le dire, ma seule occasion pour dire, c'était de confier mes secrets, mes tristesses, mes joies, mes révoltes à mon cahier, qui lui, il ne dit jamais c'est trop ou c'est pas bien, il accepte tout. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Je n'ai jamais pensé à publier et quand j'en avais beaucoup, je détruisais. En 99 ou 2000, avant la sortie de la préférence nationale, normalement il y avait 18 nouvelles. J'en ai détruit 12 parce que ça commençait à m'encombrer. Je voulais enlever les personnages pour continuer avec d'autres personnages. Et c'est grâce à un ami que celui-là a été publié. Il m'a dit, ça m'intéresse et tu détruis, c'est égoïste.